Merci. Donc je vais prendre la suite là. Merci Raph. Alors, on va commencer déjà par se familiariser un peu plus avec ce que c'est qu'un lac, avec le sujet d'aujourd'hui. Certains d'entre vous sont déjà à l'aise avec cet écosystème-là, savent déjà comment il fonctionne. On va tous partir sur les mêmes bases. Donc, qu'est-ce qu'un lac? Donc, c'est vraiment une entité à part entière, hein. Je dirais même que c'est un organisme à part entière qui a des points sensibles comme tout organisme. Donc, pour ce qui est d'un lac, on va plutôt l'identifier avec différents secteurs, avec une zone qui est la zone dite littorale. Donc, c'est la zone de bordure de lac. Donc, entre ça commence à la fin de la partie terrestre jusqu'à quelques mètres à l'intérieur du lac. Et on appelle ça la zone littorale, tout simplement parce que l'épaisseur d'eau, la couche d'eau de cette zone-là est relativement faible. Et c'est aussi dans cette zone-là qu'on va avoir une prolifération de matière végétale. Donc c'est autour de c'est dans cette zone littorale-là qu'on va avoir prolifération de plantes aquatiques, d'herbiers, d'algues, parce qu'en fait on va avoir vraiment les rayons du soleil qui vont pénétrer dans la couche d'eau et qui vont pouvoir servir d'énergie pour la flore. Donc cette zone-là, si on l'étend jusqu'au centre du lac, on va l'appeler la zone photique. Donc c'est vraiment la zone dans laquelle la lumière peut pénétrer. En dessous de cette zone-là, on va être dans une zone qui est dite aphotique, c'est-à-dire que la colonne d'eau, donc l'épaisseur d'eau, est trop importante pour laisser pénétrer les rayons du soleil. Et là, on rentre dans une zone où les rayons lumineux ne viennent plus dans cette zone. Donc ça s'appelle la zone photique. Aphotique, pardon. Donc ça, c'est les premières structures du lac. Ensuite, on peut aussi caractériser un lac par rapport à des strates. Donc les strates, on va dire, vous imaginez ça comme étant des couvertures qu'on empile les unes sur les autres. Et ces strates-là, dans un lac, on va les distinguer par trois termes qui sont l'épilimnion, le métalimnion et l'hypolimnion. Autrement dit, limnion, c'est-à-dire lac, donc épi, surface, méta, milieu, hypo, en dessous. Ces, ces stratifications sont importantes pour pouvoir expliquer des phénomènes qu'on peut avoir dans un lac. Là, c'est le dessin que vous avez, le schéma que vous avez en dessous, là, qui est le brassage des lacs. Donc, c'est le fonctionnement que peut avoir un lac au fur et à mesure des saisons. Donc, on est sur une masse d'eau. Cette masse d'eau-là, elle peut avoir une viscosité, une chimie différente au fur et à mesure des saisons. Et on va imaginer ça comme si vous faisiez de la vinaigrette. On va arriver en hiver, on va avoir ce qu'on appelle une stratification. Donc, on va avoir justement ces couvertures, ces couches d'eau qui sont avec une viscosité, une chimie différente, qui vont se superposer les unes aux autres. Donc, on va être dans une phase de stratification. Donc, c'est comme si vous preniez du vinaigre et de l'huile et vous mettiez ça tranquillement, vous allez avoir deux phases. Après, on va avoir des phases de brassage du lac, donc c'est pendant la période automnale et la période printanière, où là, on va avoir ces couches d'eau qui vont, avec l'apport d'eau provenant de la fonte des neiges, par exemple, ou par rapport à des fortes précipitations, vont complètement changer cette stratification. Donc là, littéralement, on fait de la vinaigrette, on shake en fait notre huile et notre vinaigre. Et là, on va avoir une colonne d'eau qui est complètement homogène depuis la surface du lac jusqu'au substrat, donc aux profondeurs, où là, la colonne d'eau va avoir les mêmes particularités physico-chimiques. Donc, par rapport à ce que nous, on s'attend dans le nord-est du Bas-Saint-Laurent, on travaille dans notre secteur, notre territoire occupe, enfin possède à peu près 1800 lacs, donc c'est énorme. Et sur ces 1800 lacs, en fait, on a des portraits sur à peu près 70, dont 70 qui sont aussi avec de la villégiature. On a souvent des observations dans le cadre de nos projets ou même de la part de riverains, des observations sur des herbiers qui s'agrandissent, par exemple, des éclosions de cyanobactéries. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. L'observation d'algues filamenteuses. Donc on a comme ça des informations ponctuelles ou même dans le cadre de projets sur l'état de santé de nos lacs, mais on s'entend que là on parle de 1800 lacs, donc c'est un travail gigantesque, et on en a seulement 13 qui sont inscrits au réseau de surveillance volontaire. Donc autant dire que ces informations-là,
bah, on est en déficit, hein, on est en manque d'informations à cause de cette immense surface et ce nombre impressionnant de lacs à suivre. Donc, en gros, on sollicite souvent votre aide dans nos projets et nous, on s'implique énormément dans le suivi de certains lacs pour acquérir le maximum d'informations sur leur état de santé et leurs problématiques qui leur sont propres. Donc, la question de tout ça, c'est de savoir est-ce que nos lacs sont en santé? Et c'est de là qu'est parti en fait ce projet. Le projet de lac en villégiature, c'est clairement en fait l'objectif de répondre à cette question, est-ce que nos lacs sont en santé? Pour ça, on a fait ce projet sur 10 lacs. Donc, vous avez la liste qui s'affiche à l'écran, donc avec deux lacs à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, avec le lac de la Grande Fourche et le lac de Saint-Hubert. Deux lacs à Saint-Fabien, avec le Grand Lac Malobèze et le lac des Joncs. Un à la ville de Rimouski avec le lac Belle-Avance. Deux à Saint-Narcisse avec le lac Plourde et le lac Ferré. Un à Saint-Noël avec le lac Michaud. Et les deux qui nous concernent ce soir, donc le lac Minouche et le lac des Îles à Saint-Ulrich. Alors ces lacs n'ont pas été choisis de façon aléatoire, hein. On les a vraiment ciblés, on les a ciblés par rapport à certains critères. Dans le cadre de notre projet, c'était aussi de chercher des lacs à villégiature. Donc, on a déjà pris en considération la villégiature avec le nombre de résidents qu'on pouvait avoir autour des lacs qu'on voulait cibler pour voir l'impact de la villégiature potentielle qu'on pouvait avoir sur ces lacs. On a aussi considéré si ces lacs-là avaient un accès public ou non. Pourquoi est-ce qu'on c'est important pour nous? Puisque là, ça serait par exemple au regard des plantes exotiques invasives ou des espèces exotiques invasives, on s'entend qu'un lac qui a un accès public a plus de chances d'être soumis à une potentielle pollution par ces organismes invasifs qu'un lac qui n'a pas d'accès public, qui est uniquement avec des accès privés. On prenait aussi en considération les observations ou les mentions de bloom de cyanobactéries ou la présence en masse d'algues filamenteuses qui pourraient témoigner d'un apport en nutriments, on va dire, important, trop important. Et enfin, on utilisait aussi les suspicions qu'on pouvait porter sur l'eutrophisation de ces lacs. Donc ces critères-là nous ont permis en fait de déterminer ces 10 lacs à suivre pour l'année 2024 dans le cadre du projet qu'on vous présente ce soir. Donc là j'ai parlé d'un gros mot, je vous ai parlé d'eutrophisation. Encore une fois, certains sont peut-être bien au courant de ce phénomène-là, mais on va reprendre les bases de ce que c'est que l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, littéralement, ça veut dire véritable nourriture. Donc c'est un apport en nutriments dans un plan d'eau. Euh, C'est un constat, voilà. L'eutrophisation, c'est de la nourriture dans un plan d'eau. L'apport en nourriture dans un plan d'eau, donc l'eutrophisation, est un phénomène aux origines naturelles. C'est quelque chose que vous retrouvez euh, sans activité humaine, hein, complètement naturel, sauf que ce phénomène-là s'opère sur des centaines, voire des milliers d'années. Donc tous les lacs sont voués à s'eutrophiser tôt ou tard, ça fait partie de leur cycle de vie, j'ai envie de dire. Et cette eutrophisation arrive lentement au fur et à mesure des années et des dizaines, centaines d'années. Mais avec l'activité anthropique, on a certaines activités qui vont accélérer cette eutrophisation-là. Donc au lieu de parler d'une échelle de temps qui va de centaines d'années, voire milliers d'années dans certains cas, là on parle de dizaines d'années, au maximum centaines d'années. Donc là, on vient accélérer drastiquement le vieillissement du lac en lui apportant, de par certaines de nos activités, un trop-plein de nutriments. Hop, hop, j'accepte. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Hop, il a accepté. Donc pour un peu mieux expliquer ça, je vous présente ces 6 petits bassins et je vais vous expliquer pour chacun des bassins le processus clair de l'eutrophisation. Donc on va prendre le premier bassin, le bassin qui est en haut à gauche. Vous avez un bassin d'eau avec une eau avec des organismes dedans qui est, on va dire, en bonne santé. Dedans, vous allez ajouter un surplus de nutriments. Les nutriments qu'on va rajouter, ça va être principalement de l'azote et du phosphore. La lumière du soleil qui est matérialisée par les deux petites flèches jaunes pénètre vraiment bien dans la colonne d'eau.
et vous ajoutez vos nutriments. Donc le fait de mettre de la lumière dans une colonne d'eau comme ça avec un excès de nutriments, ça va permettre la prolifération d'algues et de phytoplancton, donc d'organismes, donc une biomasse utilisant ces composés dans votre colonne d'eau là. Le fait qu'il y ait prolifération, il va y avoir une augmentation de la population dans l'eau et donc une diminution de la pénétration de la lumière. Ça va être plus opaque. Donc là, vous allez augmenter la turbidité. Vous allez donc diminuer la quantité de lumière dans votre eau. Et quand il n'y a plus de place pour les organismes, on va commencer à avoir une mort et une décomposition de la matière végétale. Cette matière végétale en décomposition, elle va utiliser l'oxygène qui est dissous dans votre eau. Donc là, on arrive au troisième petit dessin, donc premier dessin de la ligne du bas. Là, on arrive sur un effet boule de neige. C'est que vous avez de la nourriture, vous avez une augmentation d'une population d'algues et de phytoplancton qui meurt, qui va se décomposer, qui va consommer l'oxygène dans votre eau. Donc là, on est vraiment sur un phénomène effet boule de neige. Moins d'oxygène, donc les individus qui consomment de l'oxygène vont mourir parce qu'ils vont plus avoir d'oxygène. Et là, c'est encore l'effet boule de neige où on arrive à la mort d'espèces végétales et animales dans votre eau, avec de moins en moins de lumière qui peut pénétrer. Donc là, on arrive au dernier dessin en bas à droite, avec la production de composés réducteurs. Donc ça peut être on appelle ça des thiols vulgaires dans le jargon scientifique, ou ça parle plus aux gens, c'est du méthane. Pour comprendre ça, quand ça vous est déjà arrivé peut-être au fond d'un lac, planter un bâton et voir des bulles qui remontent à la surface. Ces bulles, c'est du méthane, ça vient du sédiment qu'il y a au fond du lac et c'est typiquement ça. C'est une dégradation de matière organique au fond du lac qui résulte en fait de cette décomposition de matière végétale et animale. Donc c'est ça vraiment le processus d'eutrophisation. Donc ça part à la base d'un enrichissement en nutriments et d'une consommation de ces nutriments et d'une décomposition par la suite. Donc comment est-ce qu'on peut voir clairement sur le terrain des signes d'eutrophisation? On peut le voir par exemple avec la prolifération d'algues filamenteuses. Ça parle à tout le monde, hein, tout le monde qui fréquente un peu les milieux aquatiques. On peut voir ces algues filamenteuses dans les cours d'eau et sur les lacs. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui, dans un écosystème stable, est déjà présent. C'est quelque chose qui est régulé avec l'apport en nutriments, donc c'est quelque chose de naturel quand il n'y a pas d'apport en nutriments massif. Euh, c'est pas toxique, c'est des algues qui sont non toxiques, mais qui peuvent apparaître en masse suite à une activité anthropique, donc à un enrichissement d'un milieu. On peut avoir un autre phénomène, c'est l'apparition d'algues bleu-vert. Les algues bleu-vert, on les appelle aussi les cyanobactéries. Donc, c'est des organismes qui sont ni des animaux ni des végétaux, c'est vraiment l'entre-deux en organismes. C'est des organismes qui sont unicellulaires, donc très petits, qui existent de façon naturelle dans les plans d'eau. Hein, c'est des organismes qui existent, comme là on l'explique, hein, depuis plus de 3 milliards d'années, donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est présent dans les écosystèmes aquatiques. Et quand l'écosystème est stable, donc pas impacté par des activités quelconques, il ne pose pas de problème dans l'écosystème. Mais le fait d'être dans un milieu perturbé, où on va avoir un apport en nutriments conséquent dans notre plan d'eau, on peut avoir un dérèglement qui fait que ces cyanobactéries vont, dans des conditions optimales de température et d'apport en nutriments, exploser. C'est-à-dire, on appelle ça des blooms. Ça va dire en quelques heures, en une journée, on peut avoir des conditions favorables et on va avoir tous ces micro-organismes qui vont se multiplier à une vitesse exponentielle et faire des gros nappages sur votre plan d'eau, comme on le voit sur la photo en bas à gauche, où on voit vraiment un bloom, donc on a l'impression qu'on a déversé littéralement de la peinture dans le lac. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est, comment dire, qui apparaît, qui est on-off, hein. On peut très bien passer quelques temps sans rien voir et puis d'un seul coup avoir ces cyanobactéries qui font ce bloom. On peut aussi les confondre, il faut faire attention parce qu'au printemps, on peut avoir des personnes nous signalant des blooms de cyanobactéries, c'est pas forcément le cas, faut pas le confondre avec le pollen. Donc il y a vraiment des périodes propices au développement de ces cyanobactéries. Ces cyanobactéries, elles peuvent avoir aussi des conséquences hein, quand
en trop grande quantité dans un lac, faut éviter d'aller s'y baigner. Il peut y avoir une certaine forme de toxicité. Certaines sont reconnues comme toxiques. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais c'est quand même un indicateur que l'eau n'est pas de bonne qualité et qu'il est fortement déconseillé de la consommer et de s'y baigner. Donc là, je vous ai dépeint un peu un portrait de deux phénomènes, donc les algues filamenteuses et les cyanobactéries. Donc cette diapo-là, elle est là aussi pour rappeler que la végétation aquatique, quelle qu'elle soit, hormis les espèces exotiques invasives et dans des conditions d'écosystèmes perturbés, sont des éléments faisant partie d'un lac en bonne santé. Donc, vous l'avez tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait la zone littorale. Cette zone littorale-là accueille la végétation aquatique. Donc la végétation aquatique, comme vous pouvez le voir avec les herbiers que vous avez sur les photos, font partie de l'écosystème, hein. Ça peut servir de frayère pour certains poissons, ça peut servir de zone de pêche pour la vie faune et d'alimentation tout court. Donc c'est quelque chose qui est naturel. Ce qui ne l'est pas, c'est quand on va avoir des herbiers ou une végétation donc type algale ou des plantes qui vont commencer à être de plus en plus grands, qui vont commencer à recouvrir l'intégralité du lac, ou qui vont vraiment s'agrandir de façon spectaculaire. Là, faut être vigilant, c'est quelque chose qui signale une réaction par rapport à un apport en nutriments dans le lac. Donc l'objectif que nous avons par rapport au projet lac en villégiature, euh, là je vais vous parler des trois premiers objectifs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter avec les résultats de cette campagne bah, comment on a déterminé la qualité de l'eau et quels en est les résultats. On a évalué aussi l'impact anthropique dans les bassins versants des deux lacs. Et le troisième objectif, ça va être donc à la suite de cette rencontre-là et courant janvier, ça va être la réalisation de 10 plans d'action. Donc c'est un plan d'action pour chacun des lacs que nous avons étudiés pour proposer des solutions aux problématiques qui sont propres à chacun des lacs. Chacun des lacs que nous avons suivis ont des problématiques peut-être similaires, mais peut-être qu'on va avoir des, euh, des besoins différents entre les lacs. Donc l'objectif 3 est vraiment de réaliser un plan d'action avec l'ensemble des personnes concernées, que ce soit les riverains, les municipalités, les associations de lacs et les MRC, pour rédiger un plan d'action afin de permettre l'amélioration, j'ai envie de dire, de l'état de santé de nos lacs. L'objectif numéro un, la qualité de l'eau des lacs. Comment est-ce qu'on a évalué la qualité de l'eau des deux lacs que je vais vous présenter ce soir? Donc certains le connaissent déjà, on a utilisé le disque de Secchi pour évaluer la transparence du lac. La transparence est un indicateur en fait d'eutrophisation, nous sert comme indicateur pour évaluer l'eutrophisation d'un lac. Donc certains d'entre vous faisant partie de la Sentinelle des lacs l'ont utilisé et nous ont transmis des données. Donc c'est un disque qu'on va laisser descendre dans la colonne d'eau jusqu'à temps qu'on ne l'observe plus. Une fois qu'on ne l'observe plus, on relève la profondeur à laquelle on ne l'observe plus et ça nous donne un indice de transparence, tout simplement. On a aussi fait des tests d'eau, donc tout simplement en prélevant des échantillons d'eau dans la colonne d'eau afin d'analyser différents paramètres, donc des paramètres chimiques comme le phosphore et l'azote, et aussi des paramètres organiques comme la production de chlorophylle A, qui est un indicateur aussi d'eutrophisation des lacs. Nous avons aussi fait un profil d'oxygène et de température. Donc ça, on appelle ça un profil parce qu'en fait, on a laissé descendre une sonde jusqu'au fond du lac où tous les 1 mètre, on prenait la concentration en oxygène et la température qu'il y avait à chaque niveau dans le lac pour en faire un profil que je vous présenterai un peu plus tard. Et l'ensemble de ces mesures ont toujours été faites aux mêmes endroits. Donc on matérialisait ces stations avec des bouées que vous avez dû voir sur les lacs, des bouées qui nous permettaient de revenir pendant l'année au même endroit, prélever, faire nos mesures et faire nos prélèvements d'échantillonnage pour une rigueur scientifique de toujours venir au même endroit. Ces échantillonnages ont été faits sur 3 saisons, donc printemps, été et automne. Il y a juste l'hiver qui n'a pas été échantillonné sur les 10 lacs.
Donc la qualité de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure de nutriments, donc d'azote et de phosphore, qui sont vraiment les deux éléments, pardon, responsables de l'eutrophisation d'un lac. Donc l'azote, ça parle un peu à tout le monde, hein. Où est-ce qu'on retrouve de l'azote? Bon, principalement dans les engrais inorganiques azotés, hein, et organiques appliqués, mais aussi dans les effluents des industriels et des municipaux. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on retrouve, j'ai envie de dire, facilement, hein, dans nos activités. Et on a aussi le phosphore, qui est le second élément. Donc lui, cet élément-là, dans la nature, il est comme très limitant. C'est un peu l'élément qui va euh, retenir la laisse, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'élément le plus limitant dans l'écosystème et c'est lui qui va permettre de faire exploser la végétation dans certains cas. Mais ces deux éléments sont quand même les deux responsables de l'eutrophisation des lacs. Je vous ai mis une petite photo là du Tide Plus Cold Water Clean, juste pour vous dire que s'il y a déjà un effort à faire pour limiter ces apports en nutriments dans l'eau, ça serait déjà d'éviter cette lessive, tout simplement parce que c'est la numéro un en phosphore, c'est celle qui contient une quantité de phosphore extrêmement importante. Donc le fait d'utiliser une lessive qui contient moins de phosphore, bah déjà ceux qui utilisent Tide Plus, là je leur conseille fortement d'éviter cette lessive. L'objectif 2 a été d'évaluer les bandes riveraines et les occupations du sol. Donc là, je vous ai parlé du lac, donc on a pris un peu l'état de santé du lac en faisant des mesures dedans, mais pour comprendre ces symptômes-là, il faut aussi voir plus large. Donc il faut aussi voir qu'est-ce qui se déverse un peu autour dans quel écosystème se trouve le lac. Donc, on a évalué d'un côté l'occupation du sol pour connaître un peu plus en amont et dans le bassin versant du lac les différents types de territoires qu'il a, si on est vraiment sur des territoires qui sont fortement anthropisés ou non, si on est plus sur des territoires dits naturels. Et on a aussi évalué les bandes riveraines. Donc les bandes riveraines ont été évaluées par mes collègues courant juin et août 2024 où à bord d'un canot, elles ont sillonné tous les lacs depuis l'intérieur du lac et elles ont sillonné le pourtour du lac pour évaluer sur une distance de 10 à 15 mètres l'état des bandes riveraines. Donc une bande riveraine a été évaluée par rapport à ses habitats. Donc quand je parle d'habitat, je vais plutôt parler de structure paysagère sur une largeur de 10 à 15 mètres depuis la rive du lac. Donc chaque type d'habitat, on attribue une note qui lui est propre. Donc bah là, par exemple, si on prend la composante forêt, on attribuait une note de 10 dès qu'on voyait une composante forêt composant la bande riveraine sur une largeur de 10 à 15 mètres. Et si on rencontrait un bloc rocheux, on lui attribuait une note de 3,8. Tout ça pour dire que plus la note est haute, meilleur se trouve l'état de la bande riveraine, plus la note est basse, moins bonne, moins efficace la bande riveraine. Donc, qu'est-ce qu'une bande riveraine? Une bande riveraine, pour lui schématiser la chose et puis pour éviter de perdre tout le monde, on va juste se dire que c'est une éponge. C'est une grosse éponge, c'est vraiment cet écosystème-là. Donc, la bande riveraine, c'est un écosystème qui va retenir en fait les nutriments provenant de la partie terrestre. Le trop-plein de nutriments provenant de la partie terrestre peut être absorbé par la bande riveraine. Pour comprendre la chose, c'est tout simple, hein. Vous prenez une éponge, vous prenez un verre d'eau, vous versez sur une éponge sèche, vous versez votre verre d'eau, bah, votre éponge va absorber votre verre d'eau. Donc là, on est sur une bande riveraine qui remplit son rôle écologique, donc qui arrive à préserver le lac d'un apport important en nutriments. Là, votre éponge, vous la coupez en deux et vous versez la même quantité d'eau que sur le premier exercice. Vous allez voir qu'il va y avoir un déversement, donc votre éponge ne remplit plus sa fonction dans sa totalité. Il va y avoir un déversement d'un trop-plein de nutriments qui va finir par arriver dans votre lac. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir sur l'efficacité d'une bande riveraine. Elle va, donc là, elle va faire aussi de l'ombrage, donc qui va éviter une surchauffe sur la zone du littoral, donc favoriser une explosion de production organique. Elle évite l'érosion parce que le système racinaire contenu dans cette bande riveraine-là, avec ces plantations-là, évite que durant une forte pluie, on ait un lessivage et donc un déversement de minéraux et de matières inorganiques dans le lac.
Ça crée des habitats, hein. On crée des habitats sur la rive qui est propice à la reproduction de bon nombre d'animaux. Et ça retient encore une fois le substrat, en fait. Et l'objectif 3, qui est donc l'objectif à venir, c'est la réalisation de ces 10 plans d'action, un par lac, sur la problématique que nous avons observée sur les 10 lacs que nous présentons euh, aux riverains. Donc les 10 plans d'action peuvent être très différents d'un lac à un autre, mais là j'ai mis quelques exemples. Donc il peut y avoir des sujets de navigation avec certains conflits d'usage. On peut avoir des bandes riveraines qui sont absentes ou fortement dégradées, qui nécessitent une reconstitution, un travail sur refaire des bandes riveraines qui remplissent leur rôle écologique. On peut avoir des problématiques liées à la mise aux normes de fosse septique, enfin tout un tas de choses qui est propre à chaque lac. Donc c'est vraiment l'objectif à venir qui va arriver courant janvier, où il y aura une proposition d'action à mener et une discussion avec les parties prenantes pour chacun des lacs, pour réaliser ce travail-là. Donc l'implication des municipalités et des associations de lacs, si elles existent, sont fortement sollicitées dans notre travail. On va commencer la partie des résultats. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie et introduction? Je pense que tout le monde veut avoir les résultats. Ouais. Puis peut-être que si vous avez des questions en cours de route, là, avec Julien, on a oublié de vous le mentionner, par rapport à la partie des résultats, vous pouvez comme l'écrire dans le chat, dans la conversation, là, puis je prendrai ça en note et on les reposera, ou vous pouvez vous les garder en tête aussi, puis les garder pour la fin de la présentation des résultats. On va commencer par le lac Minouche. Résultat pour le lac Minouche sur cette campagne qui a eu lieu cette année. Donc voilà les premiers résultats que je peux vous présenter. Ce que vous avez sous les yeux, je vous ai parlé tout à l'heure de profil température-oxygène avec cette sonde qu'on laissait descendre jusqu'au fond du lac. Donc c'est ça qu'on a traduit. Donc les lignes que vous voyez, c'est vraiment le profil de température et d'oxygène pour chacun des passages. Donc un passage en printemps, en été et en automne. Donc on va prendre le premier passage, donc le passage en printemps qu'on a effectué au 1er mai. On voit que la température tout le long de la colonne d'eau est stable. Elle varie pas. Donc cela nous indique que là, on est en train de faire de la mayonnaise. Donc on est avec un lac qui est en brassage dans le fond. C'est-à-dire que la température de surface et la température au fond du lac est la même. Donc on a vraiment une eau qui est en mouvement, donc avec une température stable. Par contre, quand on regarde l'oxygène, il y a déjà quelque chose qui nous interpelle, c'est ce phénomène-là. Si je vous explique que la température pendant la période de brassage, elle est uniforme de la surface au fond, bah, pourquoi est-ce que l'oxygène à la surface et au fond n'est pas la même? Bah, tout simplement parce que là, ce qui devrait être, on va dire, normal, c'est qu'en période de brassage, on devrait avoir la température et la concentration en oxygène qui forment deux lignes parallèles. Là, on voit que bah, notre oxygène, il est en train de fortement diminuer, ce qui nous indique déjà quelque chose de pas forcément positif, c'est une surproduction organique. Donc là, on voit qu'il y a quand même une surproduction organique et on arrive à un lac qui est normalement en brassage, donc qui devrait être oxygéné, qui tend vers une anoxie, c'est-à-dire une absence d'oxygène à partir on va dire, allez, le dernier tiers de sa profondeur. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon signe en termes de fonctionnement d'un lac. Si on prend le passage du mois d'août, là, on voit encore en fait un lac qui, lui, se stratifie. C'est-à-dire qu'on va avoir une différence sur la température. On voit que la température fluctue. Plus on descend dans le fond de lac, plus la température diminue. Donc ça, ce phénomène-là nous indique qu'on a ce qu'on appelle une stratification de la colonne d'eau. C'est-à-dire que le lac n'est plus en train de se brasser. On voit bien qu'il y a une couche plus chaude, une couche plus froide. Donc là, on a deux couches. Donc le lac est stratifié. Mais le problème qu'on observe, ça va être au niveau de sa concentration en oxygène, pareil,
où là, on a encore une forte chute de cette concentration en oxygène dans le lac pour atteindre les 0 mg par litre d'oxygène dissous dans le lac. Donc, on se retrouve dans un lac sur son dernier tiers qui est encore en mauvaise posture en termes de concentration d'oxygène. Ce qu'il faut se dire, c'est que absence d'oxygène dans un lac, c'est que tous les organismes qui ont besoin d'oxygène pour respirer ne peuvent plus y vivre, soit périssent, soit se déplacent. Donc je pense surtout à nos ennemis pêcheurs, c'est par exemple la truite qui va avoir besoin de milieux oxygénés et de zones fraîches. Si au fond du lac il fait frais mais il n'y a pas d'oxygène, elle peut pas s'y plaire, elle s'y trouvera pas. Donc on va avoir vraiment un problème au niveau de ces organismes-là qui peuvent à la longue disparaître de l'écosystème. Et c'est ce qu'on voit là avec le petit cercle rouge où on voit même à partir de 5 mètres, donc sur le dernier mètre du lac, où là, il n'y a plus du tout d'oxygène dans l'eau. Donc c'est vraiment une zone qui est complètement impropre à la vie aquatique. Concernant le passage automnal, là, on retrouve quelque chose qui est plutôt normal, j'ai envie de dire, par rapport. On devrait retrouver ça dans un monde idéal, on devrait retrouver ce même schéma-là au printemps et en automne. Là, on voit bien que les deux lignes, l'oxygène et la température, forment deux lignes parallèles. Donc, on est encore une fois en période de brassage. Donc là, on refait une mayonnaise, on a rechecké la colonne d'eau, la température de surface et la température au fond du lac est identique. Salut, Eva. J'espère que tu vas bien. Je t'appelle en lien avec le... Ah, Marianne. Ouais. Concernant les analyses physico-chimiques, donc là on a vu le profil température et oxygène. Je vais aller plus simple pour ces paramètres-là. Donc on a fait quand même la même affaire. Donc le 1er mai, le 1er août et le 24 octobre, des analyses concernant le phosphore, donc les deux nutriments que je vous disais tout à l'heure, le phosphore, l'azote et la présence de chlorophylle, qui est un indicateur aussi d'eutrophisation. Et en compilant en fait ces données-là par rapport à des classes de trophisation, on obtient le résultat où le lac a un indicateur trophique de trophes. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire eutrophe? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais là je vous ai mis des petits schémas rappels. Donc on se trouve sur le troisième petit schéma en partant de la gauche. Donc on se trouve vraiment sur un lac qui a un enrichissement important en nutriments, qui a un développement bactérien et algal, et qui a un fort impact sur la vie aquatique. Et les mesures que vous avez dans ce tableau-là justifient ce qu'on a vu un peu plus tôt avec ce graphique où on voyait à un moment donné dans l'eau plus d'oxygène et ce qui traduit une prolifération bactérienne et algale qui consomme l'intégralité de l'oxygène présent dans la colonne d'eau. On a aussi, en plus de ces analyses physico-chimiques, on a aussi cherché à détecter une espèce exotique invasive qui est la moule zébrée. Donc, bonne nouvelle concernant cette détection, c'est qu'aucune larve de moule zébrée n'a été détectée lors de notre campagne en 2024 sur le lac Minouche. On a aussi fait un prélèvement d'eau le 12 septembre pour évaluer la quantité de coliformes fécaux. Donc les coliformes fécaux sont aussi considérés comme euh, les coliformes fécaux, ça vient tout simplement, ça peut venir d'installations septiques qui sont plus conformes. Ça peut être un apport d'épandage, donc c'est de la matière, c'est des bactéries de la matière fécale en gros, qu'on peut retrouver en quantité dans des plans d'eau et qui peut soulever des problématiques de santé publique. Donc nous, quand on a effectué notre prélèvement le 12 septembre, on a analysé cette quantité et on obtient une eau contenant très peu de coliformes fécaux, donc qui n'interdit aucun usage récréatif au regard de cette analyse. Cependant, je mets un bémol par rapport à cette analyse, c'est que ça ne veut pas dire que tout le reste de l'année, il n'y en avait pas. Ça veut juste dire qu'au moment où on l'a prélevé, là, oui, il n'y en avait pas. C'est quelque chose qui, comment dire, qui va vite apparaître et disparaître dans un milieu. Donc on peut très bien tomber dessus comme être un peu en retard. On a aussi la transparence du lac Minouche. Donc je vous ai expliqué que la transparence, c'est aussi quelque chose qui nous donne une indication sur l'eutrophisation du lac. Plus une eau est transparente, moins il y a de particules en suspension. Et moins elle est transparente, plus elle est chargée en matière en suspension, donc en nutriments et en micro-organismes.
Donc cette évaluation nous montre que sur un lac faisant 6,50 m de profondeur en moyenne, on a à peu près 3,3 mètres de transparence. Donc ce qui classe le lac par rapport à l'échelle d'eutrophisation sur une eutrophisation euh, proche du eutrophe, mais la transparence est relativement bonne. Voilà. On a effectué, donc parmi ces relevés, hein, 3 ont été effectués par nos soins et 4 ont été effectués par la Sentinelle des lacs, que je remercie, puisque ces données font partie aussi de notre analyse qu'on vous présente ce soir. Donc là, on a vu les résultats concernant les prélèvements propres du lac. Maintenant, je vous présente un peu l'occupation du sol qu'il y a autour de ce lac. Donc la carte que vous avez là, c'est vraiment ça. Donc on se rend vite compte qu'on a plus de 80% du bassin versant du lac qui est occupé par un écosystème type forestier. Et on voit après que les quelques 20% restants se divisent entre une activité anthropique pure, une activité agricole, des milieux humides ou des zones aquatiques. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est vraiment que le bassin versant est dominé par le milieu forestier. Mais si on regarde bien la carte, on voit que le lac Minouche, il est ceinturé en fait par une zone anthropique qui est la zone de villégiature. Donc on voit bien cette ceinture qu'il y a tout autour du lac, ce qui laisse pressentir en fait la responsabilité de ce type d'habitat-là par rapport aux problématiques d'eutrophisation. Je vous présente aussi alors une autre occupation du sol du lac Minouche, mais celle-ci qui date de 2006. Pourquoi vous la présenter? C'est simplement pour vous montrer que cette occupation du sol-là, depuis 2006, a très peu évolué. On voit encore qu'on est majoritairement sur enfin, sur des habitats type forestier, et on voit que le milieu anthropisé a peu augmenté, voire quasiment pas. Maintenant, on va parler des bandes riveraines. Donc ça, c'est l'indice que je vous ai présenté tout à l'heure en introduction. C'est l'indice. Voilà à quoi ça ressemble l'indice qualitatif des bandes riveraines autour du lac Minouche. Pour faire simple, plus c'est rouge, plus c'est dégradé, et plus on va vers du vert foncé, meilleur est l'état de santé des bandes riveraines. Donc là, on se rend vite compte que on a notre éponge qui est plus efficace, ou très peu efficace. C'est-à-dire que là, le verre d'eau, elle est plus capable de l'absorber avant que ça se jette dans le lac. Donc on le voit bien, on a 44% qui sont dans un état pas totalement artificialisé, mais qui sont vapour, 20% qui est complètement inefficace dans l'efficacité de la bande riveraine, et on a un petit 32% qui est fonctionnel. Pour faire le bilan un peu de cette présentation sur les bandes riveraines, il faut retenir que 68% des bandes riveraines sont très artificialisées ou totalement artificialisées, que ces 68%, les 68% de notre éponge, là, ne marche plus. Elle est plus capable, elle n'est pas capable, en tout cas, de retenir sur une largeur de 10 à 15 mètres notre verre d'eau, donc le trop-plein de nutriments qui peut se déverser dans le lac. Voilà pour les résultats, dans le fond, pour le lac Minouche. Donc, si vous avez des questions pour ces premiers résultats, c'est le moment. Sinon, on continue sur le lac des Îles et on pourra revenir par la suite si jamais vous avez des questions, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. J'avais deux questions, Julien, dans le chat qui faisaient référence au fait que, tu sais, l'été dernier, on a eu une absence de précipitation. Puis on nous demandait est-ce que ça peut avoir amplifié le manque d'oxygène? Et est-ce que, tu sais, mettons, l'augmentation de la température, ça fait aussi sortir l'oxygène de l'eau? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, alors par rapport à ça, c'est très juste. C'est que la température, c'est sûr que ça va pas aider à l'oxygénation d'un lac. Le faible précipitation aussi, on va peut-être concentrer l'eau d'un lac, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça se rajoute déjà à un problème présent. C'est déjà, en fait, même si on n'avait pas eu ça, j'ai envie de dire, on aurait quand même eu le signal qu'il y avait déjà des nutriments. Donc c'est vrai que les fortes températures favorisent la prolifération. On s'entend, on sait aussi que plus il fait chaud,
moins on va avoir d'oxygène. C'est un fait. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ce soit la température ou que ce soit l'oxygène, c'est pas ça qui influe sur l'arrivée des nutriments qu'on a constatés. Donc là, on voit déjà qu'il y a des nutriments présents. Évidemment, les deux facteurs que vous dites là jouent aussi un rôle et favorisent en fait l'accélération de production de végétaux et aussi diminuent la quantité d'oxygène dans le milieu. Donc oui, c'est quelque chose qui amplifie un phénomène mais qui est déjà présent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour le lac Minouche? Je vois pas de main levée. Je vais continuer avec les résultats du lac des Îles alors. Lac des Îles. Donc on reprend ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour le lac Minouche, donc le profil d'oxygène et de température du lac. Pour le printemps, là on voit qu'on a, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on a nos deux barres, donc de température et d'oxygène, qui sont bien parallèles, quoique un petit peu moins pour l'oxygène, mais on voit qu'on est sur un lac qui est en brassage au printemps, donc avec une température qui est quasiment identique en surface et en profondeur. Donc là on est sur une colonne d'eau qui est homogène, donc depuis la surface 0 mètre à quasiment 10 mètres de profondeur, on est sur un lac vraiment en brassage. Quand on arrive en période estivale, donc là c'était plus au mois de septembre, mais ce qu'on observe, c'est que, hop, je vais faire avancer ma petite flèche. Ce qu'on observe, c'est comme tout à l'heure, on voit qu'il y a un moment donné où il y a une rupture. Donc cette rupture-là signale qu'on est sur un lac qui se stratifie. Donc notre vinaigre et notre huile là est déphasée. Donc on va avoir une couche qui va être avec une température plus faible et une couche qui va être à une température plus haute. Donc l'oxygène, comme une personne l'a dit tout à l'heure, l'oxygène est aussi dépendant de la température. Donc on va avoir aussi une variation d'oxygène. Mais une variation d'oxygène ne peut pas se rendre comme ça à un lac faisant 9 mètres de profondeur, ne peut pas se retrouver à zéro de cette manière-là, juste par stratification. Ça n'existe pas. La seule chose qui explique qu'on se retrouve encore une fois donc sur le dernier tiers de profondeur du lac des Îles en absence d'oxygène, c'est une surproduction organique. Là, on est vraiment, on voit une activité, une activité organique importante qui consomme l'intégralité de l'oxygène présent dans le dernier tiers de la colonne d'eau. Donc, ce qui laisse présager, enfin, la simple forme de cette courbe-là, c'est déjà un phénomène d'eutrophisation. Quand on reprend notre échantillonnage au mois octobre, on retrouve un lac qui se rebrasse, donc avec les vents automnales, l'arrivée d'eau aussi qui peut aider, où on va retrouver un brassage du lac avec une température et une oxygénation qui se restabilise et qui retend à être homogène de la surface jusqu'au fond du lac. Par rapport aux paramètres d'analyse de nutriments et de chlorophylle, là, on observe au mois de mai, on voit qu'on a quand même une forte présence d'azote dans notre lac au printemps, avec une transparence qui est relativement faible, de mètres de profondeur. Au mois de septembre, on se retrouve avec une transparence qui est quasiment identique. On voit qu'il y a une production de chlorophylle A. Euh, les analyses de phosphore et d'azote n'ont pas été réalisées à cette période-là. Mais on les a refaites à partir du 24 octobre. Et là, par contre, on se rend compte qu'on a une production de chlorophylle A qui est extrêmement importante, avec encore un apport de phosphore qui est toujours présent dans le lac. Et c'est la synthèse de ces éléments-là qui nous donne le résultat global de l'indicateur trophique qui est eutrophe hypereutrophe. Donc là, on est sur un lac, ça va pas bien. Ça va pas bien, donc on est sur le dernier petit schéma, hein. On est vraiment sur un lac qui est en train de se saturer en nutriments, qui développe encore, qui a un développement bactérien et algal important. Et là, on observe aussi une mort aquatique du lac, justement avec ce phénomène d'anoxie quand on arrive en profondeur. On l'a observé aussi au niveau de Minouche, hein, quand je vous expliquais que dans le lac Minouche, à partir d'une certaine profondeur, on n'avait plus d'oxygène.
plus d'oxygène, c'est synonyme de mort aquatique dans cette zone. Concernant la détection de l'espèce exotique invasive de la moule zébrée, on n'a pas détecté de larves, donc c'est vraiment une bonne chose, c'est encourageant pour aussi la suite. Sur l'analyse des coliformes fécaux, on est aussi sur une eau où on n'a pas détecté de présence importante de coliformes fécaux à cette date-là. Concernant la profondeur moyenne du lac, on est sur du 2,6 mètres, hein. Donc pour un lac qui en fait à peu près 10, on est qu'à 2,6 mètres de transparence. Pour l'occupation du sol, donc là comme tout à l'heure, hein, c'est la cartographie de l'occupation du sol pour le lac des Îles en 2024. Donc on voit bien dans le sens de l'écoulement, on voit que ce qui peut se déverser, ce qui se déverse dans le lac, c'est plutôt, ça passe au travers de plutôt d'un habitat type forestier. Mais encore une fois, on voit bien en fait cette ceinture autour du lac, cette ceinture anthropique, qui peut aussi être soulignée. Mais globalement, voilà, on est sur une occupation de sol à 60, quasiment 66% de milieux forestiers. On a de l'activité agricole, mais cette activité agricole, elle est principalement en aval du lac, donc elle n'a pas de réelle responsabilité, j'ai envie de dire, sur les apports qu'elle pourrait avoir en nutriments dans le lac. Je vous présente encore une fois la cartographie de 2006 pour vous présenter aussi que cette occupation du sol a peu évolué aussi, ce qui est plutôt intéressant. Si jamais on se demande, bah, est-ce que c'est quelque chose qui était déjà comme ça avant? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Donc là, on voit que on est, euh, on est sur une occupation du sol similaire. Pour les bandes riveraines, donc l'analyse du bande riveraine pour le lac des Îles bah, nous montre cette analyse du bande riveraine. Je tiens encore une fois à le préciser, hein, c'est que l'analyse des bandes riveraines s'est faite sur une largeur de 10 à 15 mètres. C'est très important pour la suite et si jamais vous avez des questions aussi. Mais on voit que 51% de ces bandes riveraines autour du lac des Îles, elle est elle est pas en bon état. Elle remplit pas ses fonctions, encore une fois, écologiques intégrales. On n'est pas sur, comme le lac Minouche tout à l'heure, où on voyait, il y avait du rouge, hein, on était sur des notes de 0 à 39, on avait un pourcentage rouge. Là, on n'en a pas, mais on est quand même avec une majorité de bandes riveraines dans un état d'artificialisation avéré, à 51%. Pour, euh, Pour synthétiser ça, donc là, il y a écrit 61% des bandes riveraines sont moyennement artificialisées à totalement artificialisées, tout simplement parce que, et additionné à ces 51%, les 10% qui sont dans un état entamé, en fait. La bande riveraine est déjà dans un état de dégradation par rapport à sa fonction écologique primaire. Et sur ces 61%, donc voilà, est totalement artificialisé ou moyennement artificialisé, et 39% de cette bande riveraine est par contre, elle, fonctionnelle, complètement. Donc voilà les résultats concernant le lac des Îles. Donc si vous avez des questions par rapport aux résultats de ce lac-là, n'hésitez pas. On peut même aussi commencer les questions aussi si vous en avez par rapport au lac Minouche. Et à la suite de ça, on parlera des conclusions et des suggestions par rapport au constat que je vous fais ce soir. J'avais pas de questions dans le chat, mais Jude, tu peux y aller. OK, merci. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que je vois à la présentation des deux lacs, on parle de réchauffement, de température d'eau, on parle de manque d'oxygénation, etc., dépôt de matière en suspension. Est-ce qu'il y a eu de votre part ou de la part de la brigade là, qui observe soit sur un lac ou sur l'autre lac de la mortalité de poissons? Parce que je comprends que l'eau semble monter à plus que 20 ou 21 degrés et la truite à 21, elle commence à mal filer en tabarouette. Alors, Euh, je pense, bah, Raphaël, toi, je vais te laisser répondre à cette question-là. ben pour ce qui est des sentinelles, je sais pas. En fait, toi, Julien, tu as peut-être l'information. Nous, on n'a pas observé ça. Non. C'est des choses qu'on a déjà observées sur d'autres.
sur d'autres lacs, mais pas spécifiquement pour la truite. C'est des événements de chaleur extrême très tôt dans l'année, mettons, là, tu sais, au mois de mai ou de juin, on a déjà vu de la mortalité. C'est notamment au lac Saint-Mathieu, il y a peut-être 4 ans. Mais pour ces lacs-là, je sais pas. C'est ça, c'est que bah moi j'ai pas, enfin j'ai pas constaté de mortalité par rapport à ça. C'est sûr que là pour la truite, 21 degrés, ça commence à être canicule là pour elle. Euh, Il y a peut-être là par rapport à notre échantillonnage, on l'a fait à l'endroit le plus profond du lac, donc c'est l'indicateur qu'on a à cet endroit-là. Euh, pour moi, il devrait y en avoir, hein, on devrait en constater, puisque on le voit, hein, il y a pas d'oxygène au fond du lac. Donc, soit les truites remontent un peu plus dans la colonne d'eau, l'échappatoire est très réduit. Mais moi, j'ai pas constaté en tout cas de mortalité sur ce lac-là à date. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Merci. On avait une autre question dans le chat, Julien, qui concernait le lien avec les bateaux à moteur. Ah oui, alors c'est quelque chose bon, qui revient fréquemment par rapport à l'eutrophisation. C'est En fait, comment est-ce qu'on pourrait schématiser un peu l'impact de la navigation sur l'eutrophisation? Bah, c'est vous mangez une soupe de pois, là. C'est-à-dire qu'un coup de cuillère, c'est l'équivalent d'un bateau qui est surdimensionné par rapport à la taille d'un lac. Bah, vous remuez votre soupe de pois. Donc là, on va avoir vraiment un brassage du substrat qui est déposé avec une remise en suspension d'énormément de matière organique. Et on va avoir des phénomènes un peu complexes qui s'opèrent, hein, notamment avec le phosphore qui va se retrouver rebrassé avec d'autres nutriments et on va comme accélérer en fait ce processus d'eutrophisation. Donc on va vraiment favoriser la production de micro-organismes. Donc l'activité nautique fait partie des, euh, des accélérateurs, j'ai envie de dire, de l'eutrophisation. C'est un peu comme le cercle du feu, là, c'est la même affaire. On a le comburant, le combustible. Bah là, c'est un peu la même affaire avec les bateaux à moteur. On a déjà beaucoup de nutriments, on a déjà une température qui est élevée, etc. Et en plus, on rebrasse tout ça. Donc là, en fait, ça va avoir un effet explosif, j'ai envie de dire. Ça favorise aussi les phénomènes d'eutrophisation. Quand l'activité nautique est encore une fois surdéveloppée par rapport à la surface du lac. On n'avait pas d'autres questions. Il y a Isabelle Caillé qui nous disait qu'elle s'est baignée presque tous les jours puis qu'elle n'a jamais vu de poisson mort. Je Ok, pense que c'est au lac Minouche. ok. Ah oui, on parle de moteur Oui, à essence. Bah, oui. en plus les moteurs à essence, en plus de relarguer aussi des hydrocarbures dans le plan d'eau, on rajoute ça en plus. Mais que ça soit les bateaux à moteur, hein, un moteur électrique qu'on fait là, qu'on peut mettre sur une chaloupe, etc., c'est quelque chose qu'on recommande. Et encore une fois, on fait pas n'importe quoi, on essaie de pas trop brasser au fond, on éteint quand on arrive. Euh, oui, bah, je vois la question en même temps arriver sur le chat. Donc oui, c'est vrai que l'usage de bateaux de moteurs électriques est quand même plus recommandable que l'usage de moteurs à essence. Déjà d'une, ils sont quand même plus smooth, en termes de dimension, c'est déjà peut-être mieux dit et proportionné. Et encore une fois, vous n'allez pas avoir des rejets dans votre lac d'hydrocarbures. Donc l'usage de petits moteurs électriques sur des petites embarcations, c'est quelque chose qui est toujours mieux qu'un moteur de temps ou 4 temps, surtout les moteurs qui sont nerveux, qui vont partir vite, qui vont avoir tendance à brasser beaucoup plus fort le fond. Et encore une fois, il y a des embarcations qui sont surdimensionnées par rapport à la taille du lac, qui devraient pas, qui à mon sens devraient pas être présents sur des lacs de petite taille, puisqu'en fait ils font plus de dégâts sur les rives avec les vagues, qui font des dégâts sur la remise en suspension de matière organique, etc. Mais ça, je pourrais vous présenter une diapo à ce sujet euh, pour un peu illustrer ce qu'on peut faire ou pas par rapport à la taille d'un bateau, quoi.
pense que tu vois les questions, Julien, mais il y en a une autre qui Ouais, dit, ouais, tu la vois, hein? ouais, je l'ai Je vu vais pas te passer. laisser, là. On peut, alors si ça vous dérange pas, on va continuer sur la conclusion et la suggestion. Je vois que la question de la navigation suscite pas mal de questions. J'ai des choses pour ça. Donc si vous êtes d'accord avec ça, on va aller sur la conclusion et suggestion par Puis rapport on au. pourra reprendre les questions en note s'il y en a d'autres sur la navigation et y revenir à la fin de la présentation. Ok, très bien. Merci. Voilà le petit tableau que je vous propose où j'ai mis le lac des Îles et le lac Minouche côte à côte pour refaire la synthèse de ce que je vous ai présenté ce soir. Donc la caractérisation du lac, donc on est dans les deux cas, on est sur un lac qui se stratifie. Donc on va avoir la période estivale où on va avoir le déphasage des différentes couches d'eau avec des couches d'eau avec une chimie et une physique différentes. Au niveau de l'analyse physico-chimique, donc on voit vraiment pour le lac Minouche qu'il y a une forte eutrophisation du lac par rapport à l'azote présent, mais aussi au phosphore. Donc l'azote et le phosphore ont été détectés en grande quantité dans ce lac-là. On observe aussi que le lac est anoxique au milieu de l'été, à partir d'une certaine profondeur. On a point positif, c'est que les coliformes fécaux ne semblent pas être importants, mais encore une fois, c'est un échantillon, un seul échantillon sur l'ensemble de la saison. Et alors je l'ai pas écrit ici, mais on n'a pas la moule zébrée de présent dans le lac. L'influence majoritaire qui est pressentie sur l'état d'eutrophisation du lac est principalement liée à la villégiature. On s'attend à ce que ça soit le premier, pas responsable, mais on va dire là où est-ce qu'on va pouvoir agir pour limiter en fait, cette eutrophisation-là. Que les bandes riveraines sont inefficaces à 68%, ce qui nous donne un résultat eutrophe sur l'état du lac. Pour le lac des Îles, on est aussi sur un lac qui se stratifie. On a une physico-chimie qui montre qu'on a quand même de l'azote en masse de présent, de retrouver, avec une anoxie aussi avérée en milieu de l'été. Donc voilà, hein, c'est ce que je mets en dessous avec une consommation de l'oxygène en période de brassage, traduisant une forte activité biologique. Point positif, on n'a pas présence de moules zébrés et les coliformes fécaux semblent corrects. L'influence majoritaire, comme on l'a vu avec l'occupation du sol, ça semblait être aussi la villégiature. Et que l'état des bandes riveraines est, elle, inefficace à 61%. Son état trophique, son état a tendance à être eutrophe et hypereutrophe. Donc on est un gap au-dessus par rapport au lac Minouche, mais ça se suit de pas grand-chose. Donc maintenant, c'est quoi les suggestions par rapport à ce constat-là? Parce que là, je vous dépeins un tableau peu reluisant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé de nos lacs? Euh, Déjà, moi, j'ai la première chose hein, qu'on dit avec mes collègues, c'est déjà de travailler sur la reconstruction des bandes riveraines. C'est de recréer des éponges autour de vos lacs, recréer quelque chose qui va pouvoir faire barrière par rapport à des intrants qui peuvent venir de l'extérieur, ou même enfin, de nos rives directes. Donc c'est vraiment reconstruire ces bandes riveraines. Ce qu'il faut se dire, c'est que la reconstruction de bandes riveraines, l'efficacité des bandes riveraines ne va pas se faire du jour au lendemain. On s'entend qu'il va falloir que cette bande riveraine puisse pousser, puisse s'enraciner, puisse consolider le sol et puisse faire son travail de capter les nutriments qui peuvent se retrouver dans le lac. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire en une année, c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps. On s'entend hein, entre une pelouse qui va avoir un système racinaire d'à peu près 30-40 cm de profondeur et une haie boisée ou avoir des arbustes qui peuvent aller chercher beaucoup plus en profondeur, hein, de l'ordre du mètre ou de plusieurs mètres. Ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, donc c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à ce que la bande riveraine, sa restauration, donne des résultats directement l'année d'après. Mais on peut travailler fort dessus pour que ça puisse être mis en place. On peut continuer la communication sur les espèces exotiques invasives. C'est pas parce qu'on n'a pas eu la moule zébrée qu'on en est à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, continuer les efforts par rapport aux exotiques invasives, que ce soit la moule zébrée ou que ce soit d'autres plantes aquatiques. Travailler aussi sur la mise en norme des installations septiques. Ce qu'il faut savoir, alors ça c'est vrai que les installations septiques,
On le sait pas toujours, mais faut vider sa station d'épuration, hein, ça se vide tous les 2 à 3 ans selon l'usage. Et un champ d'épuration, ça a une durée de vie. Un champ d'épuration, c'est comme un gros filtre, hein, c'est comme un gros filtre à air dans une voiture. Au bout d'un moment, il y a trop de particules, le filtre à air fait plus son travail, faut le changer ou le nettoyer. Bah, l'installation septique, c'est la même affaire, c'est qu'elle va retenir des matières provenant de nos eaux grises. Jusqu'à un moment donné, le champ d'épuration, il va finir tôt ou tard par être colmaté. Et sa durée de vie, c'est d'une vingtaine d'années. Donc, il faut remettre aux normes son système septique. Euh, L'autre suggestion, c'est vraiment dans le cadre du cahier là, qu'on veut mettre en place pour chaque lac, c'est de pouvoir vraiment faire une concertation avec les acteurs du lac, de voir un peu les besoins de chacun, de voir les contraintes de chacun pour pouvoir mettre en place des actions en faveur de la santé de nos lacs qui soient réalisables et sur lesquels on peut vraiment se tenir. Donc c'est vraiment ça les premières suggestions qu'on peut faire par rapport au constat que je vous ai présenté ce soir. On me pose souvent cette question à savoir si c'est réversible ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout impact comme ça qu'on peut avoir sur des écosystèmes ou de façon générale, c'est comme se couper quelque part. On aura toujours une cicatrice. Bah, là, c'est la même affaire. On va pas revenir à comme c'était avant, parce que le lac bah, continue sa vie, mais on peut grandement améliorer les choses. Euh, je prends souvent l'exemple aussi par exemple, vous êtes fumeur depuis 55 ans, puis d'un seul coup, vous avez un cancer des poumons, on vous change les poumons, mais vous continuez de fumer. Bah, ça marchera pas. Donc là, c'est un peu la même affaire. L'objectif, ça serait vraiment de mettre en place des actions, donc que ce soit les bandes riveraines, que ce soit les installations septiques, que ce soit la navigation. Donc d'arriver à travailler sur tous ces robinets qui sont responsables de l'eutrophisation du lac pour essayer de les fermer le plus possible qu'on peut. Mais il faut agir sur tous ces robinets. On ne peut pas juste en fermer un et se dire on a fait la part en reconstruisant des bandes riveraines et qu'à côté de ça, on a des installations septiques qui sont pas aux normes ou qu'à côté de ça, on ait une navigation qui est disproportionnée, etc. Donc c'est vraiment tous ces leviers qu'il faut comme euh, mesurer, évaluer par rapport à leur impact et diminuer le plus possible pour essayer, avec le temps, que cette eutrophisation diminue. Et je vais finir là-dessus en vous disant que voilà, la qualité de l'eau des lacs, c'est une affaire de tous, hein. De près ou de loin, on est tous confrontés, que ce soit vous en tant que riverain directement, que ce soit moi, par exemple, en tant que simple baigneur, j'ai envie de dire. Enfin, on est tous impactés de près ou de loin, en fait, par la santé de nos lacs. Et faut en prendre soin, dans le fond. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis on peut entamer officiellement là, la grosse phase de questions si vous en avez et revenir sur les sujets qui vous intéressent le plus. On avait deux questions là, qui avaient pas. Ben, ouais, deux questions par rapport à la navigation. Dans le fond, peut-être qu'on pourrait présenter les diapos qui sont au fond. Il y en avait une qui était sur comment on mesure la surutilisation d'un plan d'eau par des moteurs. Voilà, alors là je présente cette diapositive-là. Euh, Comment on la surévalue? Bah, c'est surévalué par rapport au type de motorisation, etc. Mais là par exemple, on prend un wakeboard, l'activité est considérée possible si la profondeur du lac est au moins de 7 mètres et si la largeur minimale du lac est de 600 mètres. Voilà. Donc en fonction de l'engin, on évalue ça. Bateau nautique à moteur central et arrière, c'est une profondeur d'un lac au moins de 5 mètres. Et les bateaux de type ponton et motomarine, c'est au moins une profondeur de 2 mètres. Donc c'est un peu comme ça. Donc là, les sources, on a... alors j'ai plus le nom en tête. Peut-être que tu pourrais m'aider, Raph, là-dessus, mais on a un site justement avec... Coalition navigation, non? ouais, c'est ça. Où en fait, en fonction des types d'embarcation, on voit un peu bah, où est-ce qu'on peut aller sans faire de dégâts par rapport à l'écosystème du lac. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut l'évaluer.
Par rapport au wakeboard, là, vous avez l'explication juste à côté, dans le fond, mais c'est parce que à moins de 30 mètres, on va vraiment avoir des gros dégâts au niveau de la rive versus si on s'éloigne de 30 300 mètres, pardon. Et que c'est vraiment comme ça a été mesuré sur des impacts comme ça, là, par rapport à la rive et par rapport au brassage en profondeur. Et c'est vrai que ça par rapport au riff, ça a un impact important. Et puis je repense à un monsieur qui me disait, mais là, moi, ce genre d'embarcation, il avait un huard qui nichait sur son lac, et puis il dit, mais là, ça passe, et puis là, tout finit à l'eau, en fait. Donc il y a aussi cet impact-là, c'est un impact sur la qualité de l'eau, mais c'est un impact aussi sur l'ensemble de la vie aquatique. Du lac, hein. On va avoir des espèces qui sont perturbées en période de nidification. On va avoir tout un florilège de problèmes avec l'usage d'embarcations qui ne sont pas adaptées à la surface d'un plan d'eau. On avait une autre question là, par rapport à la navigation qui demandait si on devrait demander au gouvernement de légiférer l'utilisation des bateaux en fonction de la superficie des lacs. Alors, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a différentes approches. Donc là, ça, c'est une approche je vais pas dire punitive, mais c'est quand même direct. Là, on va vraiment tout en haut. Il y a des lacs qui ont réussi à mettre en place des codes éthiques qui ont porté leurs fruits. Donc, il y a vraiment eu des actions citoyennes par rapport à ça, avec la mise en place d'un code éthique sur leurs lacs qui ont été bénéfiques et des gros efforts qui ont permis aussi de dialoguer par rapport à l'ensemble des usagers en embarcation sur le lac. Certains même ont revendu du matériel pour se dire, bon, bah là, je comprends les enjeux, donc je révise ma copie, j'ai envie de dire, sur mon usage de mon engin sur le lac. Donc ça peut marcher, mais il est évident qu'à arriver à un moment donné, si ça ne suffit plus, en effet, il faudrait peut-être avoir plus haut encore. Peut-être que par rapport à toutes ces questions-là, là, Julien, on avait une question. Est-ce qu'on peut avoir ce rapport? On pourra peut-être vous envoyer les sources et les articles qui correspondent à cette diapositive-là. Là. Je vais me prendre une note. Bah, Puis, dans le fond, c'est que là, on a une présentation, là, donc on vous présente tout ça, et puis c'est aussi l'occasion de parler avec vous, hein. C'est aussi une discussion qu'on aimerait avoir avec vous pour la suite, hein, pour ces différents rapports d'action qu'on veut mener. Mais on va aussi mettre sur notre site internet, il y aura le rapport d'analyse en fait de ce travail-là qui a été fait sur ces deux lacs. Chaque lac va avoir un rapport de notre expertise, en plus des cahiers d'action. Il y a, il y a Jude qui voulait poser une question. oui. Oui, effectivement. Quand vous avez fait l'inventaire pour l'état de la bande riveraine, Oui. tout à l'heure, vous avez parlé de 10 mètres et de 15 mètres. Puis j'ai compris par la suite que vous avez arrêté votre distance de profondeur à 15 mètres, euh, nonobstant la pente du terrain. Alors, la bande riveraine, elle a été évaluée sur une distance de 15 mètres. Donc ça, c'est l'indicateur IQBR. Si je me OK. trompe pas, Raphaël, dis-moi, mais il me semble que c'est bien 15 mètres qui a été évalué. Là, ce qu'on précise aussi, c'est sur l'efficacité d'une bande riveraine. On dit qu'elle est entre 10 et 15 mètres en fonction de la pente. Plus on va avoir une pente avant le lac, plus on aura besoin d'avoir une éponge grosse, enfin grande, parce qu'il va y avoir l'effet de ruissellement et 10 mètres, ça va plus être suffisant. Donc là, on va être sur 15 mètres. Mais nous, on a évalué notre bande riveraine sur 15 mètres. Donc, trop fort, casse pas. Oui, Comment? voilà, c'est ça. Parfait. Merci. Oh, on a un commentaire, Julien, dans le chat Alors attends. Hop. par rapport au lac des Îles là, qui ont déjà entrepris beaucoup d'actions. Comme c'est des plantes, il y a Oui.
savon biologique, un code d'éthique nautique, puis que, tu sais, ils savent plus quoi faire. C'est Mais, ça. C'est ça. C'est là, en fait, là, le sujet qui est. Alors, je le lis. ouais, Ce que Cathy dit, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est. Et je peux comprendre ça, c'est que arrivé à un moment donné, en effet, il- les efforts sont là, mais on essaie de toucher un peu tout le monde. Et à un moment donné, c'est vrai que il peut y avoir l'action de police à un moment donné qui est inévitable parce que, en fait, à cause de certains robinets non fermés, si je peux l'expliquer comme ça, on n'arrive pas à avoir totalement le problème résolu. Donc c'est vrai qu'arrivé à un moment donné, il se peut que, il faille aller au-dessus de ça. Mais pour pouvoir aller au-dessus de ça, il faut prouver et présenter que les autres portes ont déjà été enfoncées. Donc on a déjà, voilà, là on arrive à un stade où oui, effectivement, il peut y avoir plus d'autres solutions que de faire une réglementation de police sur le lac, mais il faut aussi justifier qu'on a essayé de tout mettre en œuvre avant d'en arriver à ce niveau-là. Et je suis d'accord, je suis d'accord avec Cathy qu'il faut vraiment, oui, prendre conscience, hein, prendre conscience de cet impact-là, de l'expliquer aussi aux gens. Il y a aussi, il peut y avoir toutes sortes de choses, hein. Il peut y avoir des personnes qui sont pas forcément informées, des personnes qui en ont, qui s'en moquent, hein, puis qui veulent faire leurs activités. Donc c'est vrai qu'il faut pas lâcher le morceau. Je pense que c'est grâce à vous que tout ça peut avancer, peut changer. Et encore une fois, hein, c'est vraiment l'idée de fermer le maximum de robinets qui peuvent favoriser ça, favoriser cette eutrophisation. Donc, on a tous une responsabilité par rapport à nos usages. Donc que ça soit sur les bateaux, que ça soit sur nos fosses septiques, que ça soit même sur notre consommation à la maison, hein. Tiens, on est au bord on est au bord de l'eau, dans le chalet. Bon, on va faire attention un peu aux produits qu'on utilise. Bon, mon gazon, il est peut-être un peu jaune, il tire un peu la tête. Bon, je vais pas verser de l'azote dessus pour le rendre plus vert. Je veux faire un potager. Mon potager, est-ce que c'est pertinent de le mettre vraiment proche de la rive du lac? Est-ce que je peux pas le mettre beaucoup plus, un peu plus haut? Et est-ce que je peux pas faire mes orientations, mes allées du potager plutôt dans le sens parallèle à la rive plutôt que perpendiculaire pour favoriser un écoulement? Donc il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place. Après, oui, c'est sûr que tout le monde doit à un moment donné voir un peu les impacts qu'il a sur son plan d'eau et agir sur la fermeture de ces robinets. Et ces robinets-là peuvent être fermés en mettant en place, quand si ça marche, un code éthique, en refaisant des structures paysagères pour favoriser les bandes riveraines. Et si on voit que l'élément bloquant, c'est en effet euh, des personnes qui sont réfractaires à être raisonnées sur l'usage de telle ou telle embarcation, en effet, oui, il peut être envisageable d'aller voir plus haut et de voir pour une notion de police. Oui. À mon sens, je trouve ça totalement pertinent. Alors oui, une liste de détergents, linge, vaisselle qui sont recommandés. Alors en fait, je vais essayer de le retrouver, je ne sais pas si je l'ai là, mais j'ai un riverain qui m'avait contacté la semaine passée à ce sujet. Je lui avais fait comme toute une liste de produits et de détergents à utiliser qui sont à faible impact en termes de phosphore et d'azote. Je vais essayer de vous regarder ça. Alors attendez. Où est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Mais j'ai ça sous la main. Faut juste que je le retrouve. Mm. c'est une bonne idée, ça. Il y a quelqu'un qui suggère d'afficher la liste des détergents que tu leur fournirais sur le babillard à l'entrée du lac. Oui, oui, Ça peut être l'usage des choses, des produits, oui, c'est quelque chose de très très bon, oui, oui. puis ça Euh, peut être des choses qui peuvent être envoyées peut-être par la municipalité aussi des fois. voilà, alors moi par exemple, là alors je vous vois plus, mais je vais vous lire ce que j'ai écrit à la personne, hein. Il y a la marque Attitude.
Donc c'est une compagnie québécoise qui s'est rapidement démarquée, enfin, je vous lis le mail, hein, qui s'est rapidement démarquée sur ses produits efficaces disponibles dans la plupart des pharmacies Jean Coutu et plusieurs épiceries. Elle propose détergents, lessives, assoupissants et liquides vaisselle sans odeur. Vous avez la marque aussi BioVert de savon ProLave, donc qui offre plusieurs produits sans parfum. On a aussi la marque Envirolab. Donc, c'est une entreprise de Saint-Hyacinthe dont tous les nettoyants multi-usages pour cuvettes, vitres, planchers, détergents pour la vaisselle et les lave-vaisselle, ainsi que le savon pour la main qui sont certifiés. On a aussi Bio Nature et son entreprise à Boucherville qui propose des produits pour la vaisselle, la lessive et des nettoyants tout usage. Et ProLave, vient tout juste d'obtenir sa certification Écologo. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est voilà, c'est une liste de quelques marques. Euh, Comme ça, je vous évite aussi de lire les petites lignes, parce que c'est écrit tellement petit derrière que on se fait Hmm. des nœuds à la tête. Mais voilà, c'est une liste de produits. Vous verrez, hein, après, voilà, faut regarder tout ce qui est écologo, hein. Tout ce qui est écrit écologo, c'est quelque chose qui a un impact diminué. Mais encore une fois, hein, diminuer l'impact, ça ne veut pas dire zéro impact non plus. Donc, moi, on a des petites techniques à la maison qui sont toutes bêtes, hein. Liquide vaisselle, au lieu d'en utiliser en vissant le bidon, bah, c'est des petits gestes, hein. On prend juste un petit pouich là de crème solaire vide et puis on le remplit, puis on pèse juste dessus et on prend moins de produits aussi. Donc, c'est des petits gestes qu'on peut comme ça intégrer dans sa routine et mis bout à bout, c'est quelque chose qui peut faire la différence. En plus de tout le reste, évidemment. J'avais pas d'autres questions. Est-ce qu'il y Donc, avait d'autres questions? je voudrais juste revenir par rapport à à la réglementation. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est quelque chose qui doit monter jusqu'au fédéral, en fait. Et là, c'est Transport Canada aussi qui doit venir pour voir un peu tout ce qui est faisable et tout ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une enquête publique. Il y a beaucoup d'étapes avant d'en arriver à avoir une réglementation de police sur les lacs. Si je dis pas de bêtises, pour moi, ça serait inédit là dans le bassin Laurent. Il me semble pas qu'il y ait de lac avec une réglementation de police. Mais c'est quelque chose, oui, on peut en arriver là, mais faut savoir que c'est quelque chose qui va demander un peu de temps, hein, pour mettre ça en place. C'est aussi porté par la municipalité. C'est vers ça qu'on s'enligne si on fait ça, oui. Pour répondre à Richard, est-ce que vous parlez du rapport par rapport aux résultats concernant le lac ou au rapport concernant la navigation? Juste pour préciser. Au résultat du lac. Alors ça va être directement sur le site internet. Donc à la fin de toutes les présentations de l'ensemble des lacs et après relecture des données, les rapports seront accessibles directement sur le site internet de l'OBB. Parfait, merci. Avec plaisir. On avait une question par rapport au rôle des municipalités et des MRC. J'imagine que c'est encore en lien avec la navigation, là. Est-ce que tu veux y aller, Julien? Les rôles par rapport à ça des municipalités, c'est vrai que ça serait par les municipalités que cette demande-là partirait. Nous, on n'aurait pas le rôle de le faire. On aurait certainement plus un rôle peut-être d'accompagnement et d'orientation, hein, par rapport à ce qui a déjà été fait, ce qu'on pourrait faire, etc. Mais ça serait à la municipalité de porter ce rôle-là.
Ouais, c'est vraiment la municipalité qui doit légiférer par rapport à ça. Mm, mm, mm. C'est de juridiction municipale, vraiment. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres interrogations ou est-ce qu'on se quitte là-dessus? Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui. Oui. Est-ce que c'est votre première recommandation? Par rapport à la navigation? Ouais. Est-ce que c'est votre première recommandation? Alors, là, c'est difficile parce que pour pouvoir, on va dire, classer toutes les recommandations, il faut vraiment avoir une idée vraiment précise de l'enjeu de chaque lac. Pour moi, je vais pas je peux pas les prioriser au jour d'aujourd'hui parce qu'il faut que je vois à quel, enfin, faut qu'on voit plutôt à quel niveau on peut avancer, vraiment. Et en fonction de l'ensemble des réponses qu'on va obtenir, on va prioriser les actions en fonction de ce qui est possible et surtout de l'urgence de la chose. Si la navigation semble être en effet quelque chose qui pose réellement problème et que c'est vraiment le facteur numéro un qui justifie l'arrivée de nutriments, qui justifie l'eutrophisation du lac, oui, on le mettra en priorité. Euh, Moi, là, par rapport à ce que je vois et par rapport aux résultats que j'ai, c'est pas c'est- là, j'ai des nutriments qui sont là, c'est pas la navigation qui les apporte. Donc la navigation va être dedans, oui, mais il n'y a pas que la navigation qui est responsable de l'eutrophisation de votre lac. Et puis, si je peux me permettre, Julien, ça pourra faire Merci. partie des discussions un petit peu plus approfondies que vous pourrez Oui, avoir au moment de l'élaboration des plans d'action qui vont être comme spécifiques au lac. Et que ça va pouvoir faire partie des discussions si en plus, oui, tu sais, de la qualité de l'eau, c'est un enjeu supplémentaire, tu sais, vous pourrez en parler à ce moment-là. Puis, comme Julien Oui, le dit, là, si ça tout fait à fait. partie des Merci priorités. beaucoup. on a certains lacs déjà présentés où, en effet, lors de nos présentations, on a vraiment senti que oui, il y a eu beaucoup d'argumentaires qui étaient rattachés à ça, ou même des sentinelles hein, directement qui, dans leur travail d'observation, on avait une feuille qui remplissait où ils mentionnaient l'état de navigation lors de leur échantillonnage et on se rendait très vite compte qu'en effet, ah ouais, à chaque fois, il y avait tant d'embarcations, il y avait tant d'engins surdimensionnés par rapport au lac, etc., qui étaient présents. Donc on avait déjà aussi cette idée par rapport à la navigation qui, encore une fois, c'est la cuillère dans la soupe de pois, quoi. Donc c'est quelque chose qui se rajoute en plus. Donc là, on avait des idées supplémentaires par rapport à ça. Ben, vous avez tout à fait raison. Je pense que si les gens respectaient toutes les règles, puis qu'il y a du travail qui a été fait sur le code éthique nautique, puis que si tout ça était respecté, je pense que ça serait un apport prolifique pour notre lac, entre autres, de toutes les autres actions qu'il faut faire aussi. Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est que il n'y en a pas une qui est à prendre moins en considération que l'autre. C'est pour ça que pour encore rebondir sur votre question, à dire est-ce que c'est la priorité numéro un, c'est ça, c'est que toutes ces actions-là doivent avancer à leur vitesse, mais doivent aussi avancer ensemble pour que ça puisse changer quelque chose. Si on arrête juste la navigation, on va avoir une augmentation, et ça a déjà été prouvé, hein, on va avoir une augmentation de la transparence du lac. On le voit, les résultats sont quasi immédiats, j'ai envie de dire, sur une année, d'une année sur l'autre. Mais on va arrêter de brasser, arrêter de mettre notre coup de cuillère dans notre soupe de pois. Ok. Tout Mais à on fait. est toujours avec notre soupe de pois. Maintenant, c'est ça, c'est que toutes les actions ont une conséquence. Et il faut avancer sur toutes ces actions-là. Et puis aussi, on a eu une température excessivement chaude cet été comparativement à l'été passé où on n'a eu aucun problème, en tout cas du moins au lac des Îles. Et ça aussi, ça a un effet là, sur notre lac, la chaleur de ce qu'on a eu cet été. Mais je comprends très bien ce que vous dites, mais je pense que c'est un amalgame de tout ça. Oui, Et puis, je pense vraiment qu'avec tout ce qu'on a fait, ben, moi, je fais partie du CALDI, je pense qu'avec toutes les informations qu'on a données, si les gens se mettent à la pâte, tu parles de soupe au pois, moi, je vais parler de pâte, là.
Si les gens se mettent à la pâte, ben, je pense qu'on pourrait faire une belle tarte, là. Ouais, oui. Que ça fasse bon, là. Ouais, oui. Et j'entends aussi, c'est que voilà, on s'investit dans notre lac, on s'investit, on y met du cœur, on y met beaucoup d'amour, on a envie que les choses continue de bien fonctionner, hein. Moi, je suis pêcheur. Ça me ferait mal d'aller sur des lacs et de me dire bah, qu'il y avait la truite avant, puis qu'il y en a plus bah, parce que bah, voilà. Donc, on y met tous beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Il faut surtout pas baisser les bras parce que on a vraiment, on n'a pas besoin de ça. Et puis, c'est surtout il y a encore des choses à faire là. La vapeur, on peut la renverser, là, mais voilà, c'est qu'arrivé un moment, quand on aura enfoncé toutes les portes qu'il faut et qu'on se rend compte que bah, ça suffit plus, c'est sûr qu'arrivé à un certain niveau, s'il faut une réglementation de police et qu'il faut y passer par là pour conserver l'état du lac et puis ne pas avoir des problèmes à récurrence, ça peut être une finalité, oui, malheureusement. Oui, je sais. Mais j'ose croire que les gens vont mettre la main à la pâte, puis qu'ils vont se conscientiser, puis qu'ils vont se grouiller le derrière, là, puis qu'ils vont, tu sais, vont voir votre rapport. Puis moi, j'aimerais ça que vous le publiez, parce que vous êtes membre du CALDI aussi. Mm. Donc, j'aimerais ça que vous publiez l'enregistrement ce soir sur notre CALDI, pour que les gens puissent l'écouter, ceux qui n'ont pas pu être présents ce soir. Donc, je l'ai mentionné dans les commentaires. Alors, ça serait très apprécié parce qu'on est quand même beaucoup de riverains. Et ça me désole un peu de voir seulement 24, 25 participants là, sur 2 lacs. Donc, je pense que ça serait pertinent là, de le mettre sur notre groupe, là. Ok. Je l'ai pris en note, Julien. Mais c'est vrai que ce que vous dites là, je peux pas aller à l'encontre de ce Mm. que vous dites. Vous avez tout à fait raison par rapport à ces enjeux-là. Et qu'on se le dise, c'est que si on est là ce soir, c'est qu'on est tous sensibles à cette question-là. Maintenant, c'est aussi d'aller chercher des personnes qui justement ne se connectent pas, j'ai envie de dire, et qui vont prendre pas faire forcément attention ou du moins qui vont pas forcément se sentir concernés parce qu'ils sont concernés. À partir du moment que vous prenez votre sidou, vous prenez votre ponton et puis que vous allez sur le lac, vous êtes concerné par son état de santé. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Surtout, n'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions qui vous viennent ou des interrogations à tête posées sur ce que je vous ai présenté. Ou si vous vous dites, ah, j'ai oublié de quoi là, il y avait quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous écrire, hein, Raphaël, moi-même ou une autre de nos collègues, pour toute question que vous aurez, même pendant le temps des fêtes, vous en jasez avec des chums, et puis tiens, on pense à ça, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, ça nous fera plaisir de vous répondre. Et courant janvier, il y aura donc ce plan d'action qui sera proposé. Et on vous informera de tout ça. N'hésitez pas à venir participer aussi si vous sentez le cœur de venir aussi proposer des choses pour qu'on puisse continuer d'avancer sur ces sujets. Mm. Merci à tous. Merci à tous et on vous souhaite un très agréable temps des fêtes. Eh oui, c'est Et vrai, on est rendu là. c'est ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne soirée.